Alors, quelques mots d'introduction pour cette table ronde et ce workshop sur la hauteur en ville. On va commencer en donnant la parole à Stephen Barrett de Rogers Sturkenhaber pour qu'il nous fasse partager son expérience, et notamment sur un projet parisien d'ampleur, Bercy-Charenton. Et puis, dans un deuxième temps, nous ouvrirons le débat, la table ronde, avec nos autres intervenants, que sont donc Paul Barouin, qui représente la Pure, qui est sur la gauche de la table, Bertrand Lemoine, historien de l'architecture et de la ville, et puis Marco Cremaschi de l'école d'urbanisme de Sciences Po, directeur du cycle d'urbanisme. Et donc nous discuterons de tout cela. Je passe tout de suite la parole à Stephen, puisque le temps est compté. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci de l'invitation. Alors aujourd'hui, j'oriente la discussion sur la hauteur en deux chapitres. Quelque part, sans vouloir prendre le rôle de défendeur de la hauteur, parce qu'on ne l'est pas forcément, parler des arguments généraux qui pourraient défendre la construction de bâtiments d'une certaine hauteur. Et en deuxième temps, en parler par rapport au projet de Bercy-Charenton, où il y a l'application de cette logique. Alors je vais passer assez rapidement. Le contexte à Paris, il y a trois crises métropolitaines. La crise du logement, l'impératif de devoir essayer de construire 70 000 logements par an. Une crise environnementale, et dans ce sens, une vision plutôt urbaine qu'architecturale, mais contrer l'étalement urbain. Protéger les franges, avoir des lisières très claires de la ville. Et notamment à Londres, on a le principe au moins d'une ceinture verte, une grande ceinture verte où on limite l'expansion horizontale de la ville, et en fait encourager la compacité, réduire la distance et réduire les pertes de réseau qui sont liées à la distance. Et puis il y a une question fondamentale de mixité, de créer des quartiers mixtes à Paris. Londres, je pense, et je généralise, il y a un peu plus de mixité si on parle du Grand Londres. Les gens aisés, les gens moins aisés vivent en plus de proximité. Et cette idée de la ville compacte, une idée qu'on défend à l'agence depuis longtemps, elle est basée sur construire la ville sur la ville. Donc Bercy-Charenton, c'est un projet qui est construit sur un territoire qui a vécu plusieurs chapitres. Et cet impératif est lié à des valeurs environnementales, sociales et culturelles qui sont évidemment des questions de durabilité, mais sont l'idée de la ville, de la métropole vivable, de rencontres, d'échanges, etc. Une vision environnementale et énergétique, on va dire, qui est liée à la distance et l'efficacité, même de transport ou de la marche à pied, idéalement. Et également, en termes économiques, sur un quartier comme Bercy-Charenton, qui est un peu en périphérie, on y est proche ici, mais au-delà du bâtiment Lumière, de l'autre côté de la Seine, il y a un vide. Il y a un vide, et puis il y a une vraie rupture par rapport à Charenton. Alors, j'ai parlé de l'étalement urbain. L'idée, c'était vraiment en construisant sur la ville, on ne va pas plus loin, on ne va pas consommer, on va dire, l'arrière-pays agriculturel de la métropole. Et dans ce principe, c'est plutôt aller plus haut que plus loin. D'accord ? C'est le principe dans ce cas. Dans cette vision, là aussi une logique urbaine, c'est que vivre en ville, en fait, contrairement parfois aux préjugés des gens, c'est plus durable que de vivre en campagne. C'est-à-dire par la mutualisation, le partage des infrastructures, le partage des équipements, la réduction de la distance. En fait, un appartement quelconque à Paris est beaucoup plus durable qu'une maison zéro carbone en campagne. Ce n'est pas le bâtiment, mais c'est tous les épiphénomènes de déplacement, de vie, etc. Et ce schéma, vous voyez la moyenne qui est représentée par le carré à l'extérieur, la moyenne de consommation en France. Ces chiffres datent d'il y a 10 ans à peu près. Donc, ils ne sont peut-être pas à jour, mais je pense qu'ils sont toujours pertinents. Et l'emprise carbone représentée par le parallélogramme au milieu qui est beaucoup plus réduit.
Donc cette idée de vivre en ville, une idée durable. Alors où construire ces 70 000 logements par an? Paris en haut, Paris 2010. Une certaine homogénéité qui fait l'identité de cette métropole. Mais bon, si on doit trouver des lieux, peut-être ce sont des lieux qui ont une logique en périphérie, le renforcement de polycentres en dehors du cœur parisien, c'est peut-être là où on trouve la capacité. Et cette image qu'on avait faite pour notre participation au Grand Paris en 2008, l'idée que Paris se densifie mais sur une emprise plus importante, efface quelques ruptures, vous verrez que le périphérique a disparu. Mais dans cette logique, il y a également des points chauds qui sont peut-être des points de plus grande intensité ou plus grande hauteur, des cœurs de villes en dehors du centre parisien qui dominent. Et puis, un autre défi, c'est comment vivre bien à côté des infrastructures. Parce qu'en général, ça se comprend, on n'a pas envie de vivre à côté d'une autoroute ou d'un grand faisceau ferroviaire. Mais en quelque sorte, il faut savoir comment le faire et trouver des moyens de le faire. Mais en compensation, il faut que l'espace public, l'espace vert, soit d'une très grande qualité et qui soit une mesure, on va dire, fondamentale qui vient même avant l'aménagement. Et là aussi, dans cette idée d'enrichissement de la métropole, l'idée de rendre Paris plus vert. On pourrait avoir une présentation où on parlait de ce sujet en soi. Aujourd'hui, on va parler de la hauteur. Mais les deux choses viennent ensemble, c'est-à-dire cette compensation, la qualification de la métropole par des espaces verts et publics. Alors, les IGH, quelles mesures de durabilité? En premier lieu, je pense qu'il faut distinguer la consommation énergétique d'un bâtiment de les épiphénomènes de la vie en quartier urbain. Et je pense qu'il y a un argument pour les IGH dans un sens et contre les IGH dans l'autre sens. L'autre point, et c'est un sujet qu'on avait abordé en pas mal de détails il y a à peu près 5 ans, les différences de mesures environnementales, c'est-à-dire de certification. La mesure HQE est un peu rigide dans ces mesures de calcul. Si on change un peu le système de mesure, en fait, il y a des arguments qui peuvent être construits et qui défendent en fait cette typologie. Soyons clairs, les IGH en général sont moins performants que les bâtiments qui sont moins hauts. Alors il y a plusieurs raisons, on y reviendra, mais c'est en partie le fait que l'enveloppe doit être plus hermétique. Il y a des différences de pression et de vent en hauteur, il faut pomper l'eau, il y a des ascenseurs, etc. Mais si on prend le sujet dans l'ensemble et on considère l'insertion de tours dans une métropole et présumément une bonne desserte en transport en commun sur des emprises particulières ou difficiles, je pense qu'il y a un argument fort qui peut être fait. Et puis en plus, il y a toute une nouvelle génération de tours qui sont en train d'être construits, qui ont été construits. En voilà quelques-uns, dont 3 qui ont été faits par notre agence, qui ont une certification BREEAM Excellent ou LEED, et donc c'est des systèmes qui sont anglo-saxons, ou Green Star qui est australien, et puis HQE, il y en a une de pour sa part qui a cette certification HQE à la Défense. Donc il y a une nouvelle génération. Cette nouvelle génération, il y a une question de mixité verticale. Bon, c'est pas nouveau parce qu'en fait, la Hancock Tower à Chicago avait déjà cette mixité. C'est un objectif que je pense tous les architectes recherchent, les urbanistes aussi. Plus compliqué à faire parce qu'il y a des duplications de circulation, etc. Mais c'est quand même une vision qui est souhaitable. La question de villages verticaux, parce qu'une des critiques des tours, et je pense qu'elle est valable, c'est simplement qu'il y a un certain anonymat dans cette habitation d'un seul bâtiment où il n'y a pas de lieu de rencontre, il n'y a pas le principe qu'on appelle en anglais random bumping, la créativité des échanges par hasard. Et souvent c'est dans l'ascenseur, mais dans une tour, souvent les occasions sont limitées. Alors comment réduire l'échelle d'intimité et d'échange dans ces bâtiments. La tour que nous avons construite pour la banque BBVA à Mexico City avait des espaces, on va dire, de vie qui étaient en hauteur, qui avaient des lieux. Alors, le climat privilégie cette possibilité également. Le principe de jardin en hauteur aussi, c'est-à-dire de rendre plus vert
ces tours, c'est-à-dire que la vie végétale n'habite pas simplement au sol, également possible dans des contextes comme Singapour ou dans ce cas Mexique. L'aménagement provisoire du jardin, mais qui commence quand même à être vert. Et puis, je pense une autre critique des tours, c'est le contact avec le sol, c'est-à-dire c'est quand même des emprises qui sont normalement fermées, où il n'y a aucun échange. Alors, ce que vous voyez ici, c'est deux de nos projets, un à Sydney, Chifley Square, et la tour de Leadenhall, dont je parlais un peu plus. Les deux images en haut, en fait, sont des perces virtuelles. Mais Chifley, que vous voyez ici, avec son exosquelette rouge, l'écho des bretelles de Richard en haut à gauche pour vous. Mais si vous regardez son rez-de-chaussée, vraiment, c'est une très grande perméabilité, l'œuvre d'art de Jenny Holzer. Mais vraiment, on traverse le pied du bâtiment en diagonale, dans un contexte de quartier où les flux piétons sont importants et qui rend, on va dire, la tour sert à rendre un élément à la vie urbaine. Alors, la tour de Leadenhall, en fait, on a notre agence aujourd'hui un peu par hasard parce qu'il y a eu un plateau qui était disponible. Il y a un très grand espace au pied du bâtiment qui, son dimensionnement est lié, on va dire, à l'échelle de la rue, une église médiévale qui est à côté. Mais c'était en compensation quelque part pour de la hauteur. Vous voyez le soi-disant cornichon de Foster à côté. La pente du bâtiment, dans ce sens, était censée respecter des couloirs de vue qui sont imposés à Londres pour des vues de la cathédrale de Saint-Paul que vous voyez à gauche. Cette vision, sachant qu'à Londres, il y a 510 bâtiments de plus de 20 étages qui sont dans les coulisses aujourd'hui. On sait que Jean-Louis Messicain a parlé du besoin d'éviter la dubaïfication de Paris. Donc je pense qu'une solution à Londres, elle peut être critiquée à Londres, je pense aussi, n'est pas certainement pas applicable à Paris. Ce qui est frappant, depuis que cette photo a été prise, notre bâtiment qui est au milieu, là, que vous voyez, le Cheese Grater, en fait, est loin d'être le bâtiment le plus haut. À côté de notre bâtiment, on a l'assurance Lloyds, qui était un projet que nous avons livré il y a 30 ans. À l'époque, c'était le bâtiment le plus grand. Aujourd'hui, à côté de notre bâtiment, il y a une tour de 310 mètres qui se construit, alors que notre tour fait 225 mètres. Mais dans ce contexte, et je pense qu'il faut distinguer la qualité des projets. Il y a eu un effort dans notre bâtiment de vraiment créer un espace public. Quand je parle de public, en fait, l'espace et cette cohabitation, cette statut ambigu est plus simple au Royaume-Uni qu'en France, je crois, mais c'est un espace privé, mais qui a plein d'accès, droit d'accès public, et qui permet des traversées en diagonale, qui est vraiment un espace, on va dire, civique dans la Cité de Londres, qui en fait en est vraiment démuni. Et de manière générale, je pense qu'il y a une très grande activité à Londres en termes de construction de bâtiments, mais en fait, une vision vraiment urbaine et civique et manque à Londres, alors qu'à Paris, je pense qu'elle est vraiment forte et positive. Mais ces espaces de vie urbaine, surtout cet été, il a fait très beau à Londres, comme à Paris, vraiment, c'est des lieux de vie et d'échange possibles. Et il faut que la tour, si elle vient dans ce contexte, contribue plutôt que diminue cet espace. Après, quelle logique spatiale et urbaine? Et je pense, dans ce sens, je parlais de compensation d'espace public, il y a des typologies qui offrent plus ou moins d'espace public, question de voies d'accès, de desserte, etc. Je pense, comme on va voir sur Bercy-Chanton, notre objectif était de livrer plutôt les schémas hybrides qui sont D et E, qui livrent une quantité importante d'espace public, où le bâti est parfois concentré sur Bercy-Charenton, en grande partie lié au fait que les emprises constructibles au sol étaient en fait très limitées, on y reviendra. Et on parle souvent, il y a ce contraste, et on va parler de l'argumentation très rapidement, mais le plat et le haut, côte à côte, mais sans transition, c'est trop binaire, c'est maladroit. C'est une des raisons que je pense la tour Montparnasse se trouve isolée. Philip Johnson a parlé de Londres à une époque où il y avait quelques tours, mais dans un tissu plutôt bas, et parlait de tiges d'asperges dans un champ de blé, ce qu'il faut éviter. Donc la mixité est importante. Et la viabilité économique des tours, bon, en termes de coûts, il y a des coûts qui sont vraiment très notables en France liés à l'argumentation.
Les ratios, là aussi, en partie liés à la réglementation en France. Notre bâtiment de Cheese Grate à Londres, en fait, ne serait pas possible à Paris. Des coûts de maintenance et d'exploitation plus élevés, ce qui soulève une question, je pense, tout à fait légitime et réelle sur la viabilité de logements sociaux dans une tour, dans le contexte d'une tour. Et également des factures énergétiques dont on a parlé. Bon, si on transmet ça à des charges sociales pour des tours qui abritent des logements sociaux, c'est un sujet important. Alors, à Paris, avec la réglementation, il y a des seuils de viabilité. Et pour passer très rapidement, si on compare ça avec les coûts de construction, c'est des charges foncières qui ont été estimées, qu'on a testé un peu pour... il y a une viabilité dans les zones rouges, c'est-à-dire au-delà de certains seuils, c'est viable. Et puis en dessous de certains seuils, c'est pas viable. Ce qui donne en fait un effet de seuil qui est trop marqué. Et dans les formes urbaines qui sont les conséquences, un peu maladroites, comme le schéma binaire. Et en fait, si on contraste ce schéma avec celui de Londres, où en fait, à partir du sol, en fait, aller plus haut, c'est toujours être plus rentable, c'est qui explique d'ailleurs les forces économiques qui génèrent ces 510 bâtiments hauts qui sont en coulisses à Londres. Et si on contraste avec Hong Kong, en fait, à Hong Kong, il faut aller au-delà d'une certaine hauteur pour être viable, parce que le coût du terrain et le coût de construction sont tels qu'en fait, on ne peut pas construire bas, économiquement parlant. Il y a également quelque chose qui a été défendu, et pour souligner, à Bercy-Charenton, la hauteur était une donnée d'entrée dans le programme. Mais une idée qui a été vraiment défendue, et la citation en bas, en rouge, le droit à la hauteur, en fait, elle vient de Anne Hidalgo. C'était qu'il ne fallait pas que ce soit simplement les gens aisés qui ont droit à la hauteur. C'est-à-dire que c'est quand même, dans une ville dense, les vues, la perspective, ce luxe quelque part de la hauteur, c'est quelque chose qui devrait être accessible à tous. Mais partout, on voit qu'aller plus haut, et ça c'est New York, c'est plus cher en général. Et alors ce qui était frappant, c'est que à Paris, cette logique n'est pas aussi évidente. Bon, c'est des représentations un peu grossières de coûts et de valeurs, mais un peu partout ailleurs, il y a une relation très forte entre la valeur de ce qu'on offre et la hauteur. Bercy-Charenton. D'abord, c'est un territoire que Richard Rogers a nommé impossible de transformation. On a un faisceau ferroviaire où il y a 2000 trains par an. En 2020, le faisceau ferroviaire fait parfois 3 fois la largeur de la Seine. L'échangeur de la 4 est un des échangeurs les plus chargés d'Europe. Un lieu marqué par ses nuisances et puis un découpage en termes de niveau et d'infrastructure qui est très très compliqué à tisser. On pourrait en parler en soi pendant longtemps. Le projet propose surtout et avant tout des espaces de connexion et des espaces verts et publics. C'est le schéma, c'est l'armature qui détermine la constructibilité avant que la constructibilité détermine le schéma. Et surtout, la création d'un nouveau sol naturel qui sert en fait à relier des niveaux qui sont très différents. Et en fait, ce projet va réduire de 50% les distances et les temps de marche et de vélo dans cette zone. Alors, compte tenu que c'est un territoire, je cite Richard Rogers, impossible, il y avait un programme ambitieux qui est commencé avec 1 million de mètres carrés, mais qui progressivement croisé avec les contraintes de terrain descendu. Mais la question, c'est, si on regarde en fait les chiffres actuels, c'est que le périmètre du projet fait 80 hectares, mais sur ces 80 hectares, en fait, il n'y en a que 18 qui sont normalement constructibles. C'est-à-dire on pourrait construire au-dessus des voies ferrées, mais c'est très cher, c'est très compliqué. On a parlé de bâtiment-pont, on peut parler de dalles. Ici, rive gauche, il y a une autre stratégie qui a été mise en œuvre, mais en termes de viabilité économique, ce qui a été visé comme stratégie, c'était surtout de faire optimiser, on va dire, la capacité des emprises constructibles limitées et d'essayer de faire plus avec moins, donc ce qui est là, et en privilégiant les espaces ouverts, les espaces végétaux, les liens de biodiversité, notamment entre le bois de Vincennes, le parc de Bercy et la Seine.
de dessiner une berge urbaine qui a des transitions, qui n'a pas ce côté de rupture, qui est soucieux de ses voisins dans sa forme urbaine et dans son dessin bioclimatique. Un concept un peu de échocartographie, c'est une maquette de concept qu'on avait fait. Un travail avec nos collaborateurs, notamment, vous avez peut-être vu au début, on a collaboré avec les ateliers Jean Nouvel et TVK, Michel Devine, une équipe vraiment de très grande qualité, donc c'est un privilège de travailler avec eux. L'idée que dans cette frange, cette berge ferroviaire, et on ne s'était pas limité dans la réflexion simplement sur l'emprise formelle de notre projet, mais l'idée d'une continuité, avec au fond une idée de comment vivre à côté de cette infrastructure. La hauteur a peut-être un rôle là-dedans. Une volonté de rééquilibrage métropolitain, c'est-à-dire aujourd'hui la hauteur c'est entièrement à l'ouest de Paris en grande partie, ce qui change progressivement, mais l'idée d'avoir quelque chose qui affirme une certaine confiance à l'est, à l'investissement aussi. Le petit schéma ici, un schéma un petit croquis qu'avait fait Jean Nouvel, c'était l'idée quand même d'éléments dans l'horizon, la silhouette parisienne, d'éléments en émergence. Et puis également dans le site de Bercy en soi, un dialogue avec Masséna-Brunezot où nous sommes aujourd'hui. Donc cette identité à l'horizon, et on parle bien d'un horizon qui est sur le périphérique, pas dans le cœur parisien historique. Formation un peu d'une entrée en ville, un vrai dialogue entre le quartier de Masséna-Brunezot qui est en bleu, à droite pour vous, et puis vraiment comme une création d'un certain seuil marquant l'entrée en Paris. Alors, je ne sais pas si ça va marcher. Normalement, il y avait un film et on va passer, c'est pas très grave. Le projet dans son itération, on va dire plus ou moins actuelle, ce qui a eu le feu vert en quelque sorte cet été en conseil. Vous voyez le périmètre de l'opération, donc les 80 hectares que vous voyez en rouge, avec des seuils de hauteur, croisés avec des vraies contraintes d'infrastructure, de distance, de dessin bioclimatique, des éléments comme la petite ceinture qui doit être conservée comme réversible, la transition, les différences de niveau qui sont très importantes, un franchissement du périphérique très compliqué, mais vraiment dans l'optique de donner à ce quartier une nouvelle vie de jonction et de connexion entre Bercy et Charenton, vraiment un projet qui est important en termes de gouvernance transcommunale. Et cette mixité sociale il y a eu un long débat là-dessus, parce que ce quartier, en termes de logement, 57% de logements sociaux, un grand débat sur la présence de logements abordables dans des typologies de tours, toujours plus difficile à gérer, est-ce qu'il y a un modèle économique, ce qui nous a poussé à penser à des schémas mixtes, donc des cohabitations de différentes formes. Et puis également l'idée liée aussi à la réglementation qui est très particulière, de mutualisation d'équipements ou de base ou de gestion, où le privé peut accompagner le social, où en termes de construction aussi, il y avait des moyens de donner quelque chose qui était plus riche et plus hybride. En conclusion, à Bercy-Charenton, pour nous, la hauteur a sa place. Il y a une question d'identité urbaine, un sens d'orientation, le besoin de créer une masse critique d'immobilier, le fait que les contraintes engendrent en fait une certaine compacité, mais sans que ce soit une solution universelle qu'on applique partout, une variété typologique et une diversité dans l'offre. C'est une situation idéale et je vais peut-être faire rouler quand même une des vidéos qui n'a pas marché automatiquement là, mais je sais qu'elle est sur l'ordinateur. Au sol, on a ce monde qui est difficile de nuisances et d'infrastructures difficiles. En même temps, de ce lieu, on a des vues spectaculaires sur Paris, le centre, mais aussi le bois de Vincennes. On a cette distance. Le fait qu'on est un peu plus en retrait et que ce soit
distance horizontale, mais aussi en distance physique, des nuisances acoustiques. Et aujourd'hui, qualité d'air liée à l'autoroute, ça va changer avec l'évolution de la voiture peut-être. Mais tous ces raisons contribuent au fait que je pense qu'il y avait une logique. C'est dommage que la vidéo ne marche pas, je crois. Je vais y revenir. Et dans une logique où, c'était ce qu'on avait affirmé à l'époque, qu'il y ait des bâtiments qui sont construits peut-être plus rapidement. Notre culture anglo-saxonne est surtout de l'acier. On sait que construire une tour en acier, c'est certainement plus rapide et peut-être plus économique qu'une tour en béton. La tour de Leadenhall, qui a une certification BREEAM Excellent, 85% de la valeur du bâtiment a été construit en préfabrication ailleurs et posé sur place. 3 niveaux ont été construits par jour. Et c'est en partie les contraintes du lieu, mais ce qui rend plus économique la construction même de ces tours. L'évolution de la réglementation, parce qu'en France, avec le Code du travail, mais également les réglementations d'incendie, on a un noyau central obligatoire, ce qui ne permet pas toujours l'innovation qui pourrait être intéressante. Et notre approche est également d'essayer de privilégier l'adaptabilité, la flexibilité dans le temps, la réinvention. Et puis je pense, souffrant culturellement et personnellement de l'absurdité qu'est le Brexit, Paris a peut-être besoin aussi de fournir une offre qui est plus adaptée à la demande internationale, parce que on sait que les hauteurs sous plafond, le type d'offre commerciale, je parle là, à Paris typiquement, n'a pas été certainement au même niveau que celui qu'on peut trouver à Londres éventuellement. Bref, je vais peut-être vous montrer en passant la parole les films, puisque peut-être on va avoir l'opportunité. Vous verrez qu'une des logiques de Bercy-Charenton, c'est que de construire haut ici, et compte tenu de l'orientation du projet, les ombres portées n'impactent pas de voisins. Les ombres portées en fait tombent sur le faisceau ferroviaire où on passe, mais on ne vit pas. Et si on parle de cette logique métropolitaine d'essayer de trouver toutes les opportunités dans les interstices pour construire la ville, sur la ville, dans l'optique d'une ville compacte, je pense qu'il y a une logique de la hauteur ici dans ce contexte. On en a déjà débattu, mais je ne pense pas que ce soit une solution universelle. On ne cherche certainement pas la dubaïfication de Paris. Mais voilà. Merci. Donc on va passer au deuxième temps de cette thématique, qui est donc celle de la table ronde. Ah oui, voilà, profitons. Juste pour dire, les informations que j'ai montrées sont ceux d'un projet qui a évolué pendant 10 ans. Donc cette vidéo, en fait, ce n'est pas la version la plus récente, mais bon, certains principes sont toujours valables parce qu'elle a fait l'objet de beaucoup d'adaptations. En fait, je vais remercier Paul Lapure ici parce que la maquette de fond en SketchUp, c'était eux qui l'avaient construite et fournie très généreusement. Ce que vous voyez en jaune dans cette version du plan guide, c'était du logement, et le bleu, c'était du bureau, et notamment en écran longeant les voies. En fait, le besoin de logement nous a mené à réfléchir à des questions de façade et du fait que peut-être il ne fallait pas forcément exclure le fait qu'on pouvait vivre... l'idée quand même d'un quartier vert, et quand je parlais de l'ombre portée, vraiment dans le dessin bioclimatique du projet, c'était vraiment l'idée quand même que même si il y a un quartier avec un point haut, c'est pas vraiment un seul bâtiment, mais c'est une composition urbaine qui a une certaine hauteur, qu'on peut quand même être bon voisin. Alors on sait que la hauteur, c'est une définition tout à fait subjective. Certaines métropoles françaises qui disent qu'au-delà du R+5, c'est une tour.
Donc bon, évidemment, et puis moi je me souviens encore de discussions avec la ville de Kuala Lumpur où ils demandaient à ce que je leur montre des références de tours. Ils me disaient, vous avez pas des vrais tours? Alors je leur montrais des bâtiments qu'on faisait de 30 étages et ils trouvaient que c'était pas vraiment de vrais tours. Donc je me souviens aussi qu'il y a 10 ans, il y a eu une exposition au pavillon de l'Arsenal sur la tour européenne, qui était donc un espèce de grand panorama comme ça des tours différentes dans les métropoles européennes. On sent bien qu'il y a là un vrai clivage, une nécessité aussi peut-être de pédagogie. Comment est-ce que l'APUR, Paul, agit depuis peut-être une dizaine d'années sur ce sujet et comment est-ce qu'elle a pu aussi évoluer peut-être? Alors, merci Stéphane pour ce cadrage sur le projet de Bercy-Charenton. Nous, à l'APUR, la question de la hauteur, c'est un sujet qui est assez ancien. Enfin, je pense que c'est un sujet qui est ancien pour Paris, d'abord, parce que, bon, je ne vais pas refaire l'historique, mais on a la Tour Eiffel. Et voilà, donc ça commence à cette époque, et on en discutait avant. Je pense que les débats sur la hauteur, ils sont quelque part, même si ça a évolué, parce qu'il y a des questions environnementales qui arrivent aujourd'hui de front, sont toujours d'actualité. Peut-être pour élargir un petit peu la vision parisienne des tours. Là, on a fait un focus sur Bercy-Charenton. On a vu qu'à Masséna, il y a des projets aussi qui arrivent avec les tours du Haut qui seront en construction, d'autres tours dans le secteur qui vont voir le jour. Que la question de la hauteur à Paris, c'est les tours effectivement de très grande hauteur, mais c'est également tout ce qui dépasse le plafond de 37 mètres, qui est le plafond qui est inscrit dans le poste, en tout cas qui est la nappe maximale, et donc sur lesquels, dans les dernières années, on est revenu avec des possibilités de construire ponctuellement à 50 mètres. On a des exemples ici, juste à côté. Donc la question de la hauteur ne concerne pas que la tour à Paris. Et on a d'autres projets qui sont en cours. Il y a le TGI, bien sûr, qui est un projet qui est livré. La Tour Triangle, qui est aussi un projet qui avance. Donc voilà, on est aujourd'hui, il y a une réflexion sur la hauteur qui concerne la ceinture verte en réalité, parce que c'est là que se situe, c'est ce qu'il y a de commun entre tous ces projets. Et donc qui est une réflexion qui est engagée depuis longtemps. Alors, pour faire un peu un historique de moi, la période que j'ai vécue, parce que c'est quand j'ai commencé dans l'urbanisme, c'était les questions qui se posaient. Moi, Bercy-Charenton, c'est le premier projet sur lequel j'ai travaillé. Et justement, enfin, je vais revenir, mais sur la question du choix de typologique de la tour sur Bercy-Charenton. Pour moi, il y a eu un moment quand même important, c'est 2007, le workshop auteur qui a été proposé par la mairie de Paris, où on avait 3 sites qui commençaient sur lesquels on avait demandé à chaque fois 4 équipes d'architectes de travailler sur des hypothèses, de voir qu'est-ce que ça veut dire de construire. Et ces 3 sites, c'était Masséna-Brunzeau, avec à l'époque une hypothèse de TGI qui s'installait ici, Bercy-Charenton et la Porte de la Chapelle. On voit qu'il y en a 2 donc, qui vont voir arriver ces tours. Et que, voilà, donc et que depuis cette période-là, la question de la tour, dans un contexte très particulier, parce que je pense que je connais mal, trop mal pour en parler en détail de ce qui se passe à Londres, mais en tout cas à Paris, la tour, elle est dans la ceinture verte. C'est pas qu'une réponse typologique et de forme urbaine. La ceinture verte, c'est un territoire qui est compliqué, qui est un territoire d'infrastructure, qui est un territoire de grands équipements, qui est un territoire servant, donc s'il apparaît comme étant un vide dans le tissu bâti, est en réalité un territoire qui est très utilisé pour des fonctions qui ont peu de qualité en termes de continuité urbaine. C'est toute la question du rapport entre Paris et les communes riveraines. Et dans l'enjeu dont s'est saisie la ville de Paris depuis de nombreuses années, de renouer des liens entre Paris et les communes riveraines, et donc de résorber un peu cette coupure
qui est lié au périphérique, mais pas seulement, parce qu'en réalité, même si le périphérique il cristallise un peu toute l'attention sur la coupure, nous on a fait des études qui montrent que le périphérique, évidemment, c'est un élément, mais la nature, la structure de la ceinture verte, de par ses fonctions aujourd'hui, pose aussi des questions de continuité urbaine. Et donc, et du coup, il y a une question de foncier disponible sur ces territoires qui se pose à chaque fois. Et donc, Stéphane en a très bien parlé sur Bercy-Charenton. On a des enjeux métropolitains, en quelque sorte, ici, qui sont extrêmement importants parce qu'on est sur ce qu'on avait appelé, nous, un chaînon manquant. C'était une étude qui avait un peu initié le potentiel du projet, maintenant qui est celui qui vous a été présenté, mais qui faisait l'état de ce territoire et de la façon dont son urbanisation était en mesure de répondre à plusieurs questions, qui étaient la question de la continuité entre Paris et Charenton, la continuité entre Paris et Paris, avec le 12e et le 13e, la question de... Et ça, je pense que c'est un élément extrêmement important de l'insularité de tout ce secteur, qui est finalement, quand on regarde Bercy-Charenton, on se dit qu'on est dans la continuité de la transformation urbaine de tout ce faisceau, de tout cet espace anciennement industriel qui correspond à l'espace entre le faisceau ferré et la Seine. Et que cette transformation, elle est partie de la gare de Lyon, il y a 50 ans, qu'aujourd'hui, on a le projet Bercy-Charenton, mais on a également le projet Charenton-Bercy, qui est de l'autre côté, et que tout ça s'inscrit dans un même mouvement. Et que on a aujourd'hui un vrai défi à faire de ce secteur qui est insulaire par ses caractéristiques urbaines, parce que les liens sont difficiles. Il y a la Seine, qui est plutôt un atout, mais qui est doublé par la 4. Il y a le faisceau ferroviaire avec toutes les difficultés de franchissement auxquelles propose des réponses le projet de Bercy-Charenton. Mais ça a créé, et nous, c'était... Quand on a commencé à préfigurer ce que pourrait être le quartier de Bercy-Charenton, on avait commencé à proposer cette densification, et on était allé voir les associations de quartier du quartier de Bercy, et avec une crainte de dire ils sont tranquilles autour d'un parc, etc. Et on avait été à l'époque étonnés de leur appétit à être plus nombreux. En fait, il y a cette insularité aujourd'hui qui fait que derrière, c'est une ville qui est très généreuse en espace vert. Il y a le parc de Bercy, etc., mais qui en même temps n'a pas une masse critique qui permet de trouver du commerce de proximité. Enfin voilà, il y a cette qualité de la densité parisienne qui aujourd'hui fait encore un peu défaut dans des quartiers comme ça, et répondre avec des projets denses, c'est vraiment participer aussi de l'insertion des quartiers existants. Après, pour revenir sur Bercy-Charenton, c'est que la hauteur, elle s'est vite imposée comme étant un outil plus qu'une réponse formelle. Donc il y a la question de la rareté du foncier. Et je pense que c'est à chaque fois le cas, en fait. Je pense que quand on regarde les propositions de tours aujourd'hui qui ont été réalisées, la hauteur, c'est pas un problème ni une solution. Enfin, c'est un outil qui est dans l'éventail des typologies que l'urbaniste a à sa disposition pour répondre à des enjeux qui sont des enjeux contextuels. Et je pense que Stéphane l'a très bien expliqué, qu'il y a une vraie justification ici. Après, bon, je vais peut-être passer la parole, mais juste, il y a un élément peut-être que tu n'as pas développé, mais qui est cette question, et sur laquelle nous, on a beaucoup travaillé, sur l'impact paysager des tours, avec quand même cet aspect-là qui est souvent la principale revendication des opposants. Et donc ça, nous, on a fait des travaux là-dessus parce qu'il y a un vrai besoin d'objectivation sur ça. Et je ne vais pas m'éterniser, mais Paris est une ville dense, serrée. Et finalement, nous, on a regardé, parce que pour les enquêtes publiques, que ça soit Tour Triangle,
TGI, Bercy, Charenton, Masséna, on a produit à chaque fois des analyses qui montraient à quel point une tour parisienne reste discrète. Et je vous invite à penser aux endroits desquels vous voyez la tour Eiffel, la tour Montparnasse dans Paris. Et donc ça, je pense que c'est un élément important parce que la tour, on l'aperçoit, enfin, c'est tout d'un coup, on l'aperçoit comme un totem, comme quelque chose qui aurait un impact paysager important. Et quand on le regarde de façon détaillée, de façon vraiment objective, avec des outils qu'on a développés, on se rend compte qu'en réalité, la spécificité du tissu parisien fait que la hauteur est finalement assez peu visible. Voilà. Après, je vais laisser la parole parce que je pourrais parler longtemps, mais la question de savoir quel paysage aussi on fabrique et comment on révèle des lieux qui ont besoin d'exister dans le paysage métropolitain est aussi au cœur de la question de la transformation du paysage. Je passe la parole. Bien, bah écoutez, moi j'écoute avec intérêt tout cela, mais je vais exprimer une position radicalement opposée à ça, qui a évolué au fil des temps d'ailleurs. Non pas contre les tours dans l'absolu. La tour Eiffel, j'adore. Il y a des tours magnifiques, il y a des tours identitaires, il y a des tours qui marquent le paysage des villes dans lesquelles elles sont construites et qui marquent leur histoire et qui sont même presque fondatrices aussi de leur mythologie contemporaine. Burj El Arab ou la tour Khalifa à Dubaï, c'est vrai que voilà, ça veut dire quelque chose dans l'histoire d'un petit village qui d'un coup devient une ville. Mais cette prolifération des tours dans le monde, elle induit, enfin, je vais vous développer une dizaine d'arguments, plutôt contre les tours, encore une fois, de manière plus spécifique, et notamment à Paris, parce que c'est comme ça dont on parle. Je ne parle pas du projet de Charenton, et j'ai beaucoup de respect pour le travail de l'agence Rogers, de Stéphane et de la Pure. Hein. Le problème n'est pas cela. Le problème est le choix, qui n'est pas du tout, à mon avis, d'ailleurs, un choix d'un outil. Hein. C'est un choix très engageant, contrairement à ce qu'on vient de dire. C'est un choix qu'on retrouve dans beaucoup de villes du monde. Je reviens de Bakou. J'étais à Bakou hier. Bakou, il y a une prolifération de tours complètement anarchiques. Ils commencent à comprendre qu'il faut ralentir les choses. C'est en train de complètement déstructurer la ville. Et de la banaliser aussi, de banaliser une image qu'on retrouve de manière identique ou presque dans beaucoup de villes du monde qui se dotent de quartiers de tours où on voit les tours émerger. On les voit parce qu'une tour, ça se voit de loin. Ça se voit de loin, pas partout nécessairement, mais de loin. Et c'est parce que ça occupe l'espace, tout simplement. Et c'est un espace qui ne partage pas. Il s'approprie une tour s'approprie la troisième dimension, s'approprie une lumière. Certes, on a des belles vues quand on a la chance d'habiter dans les étages élevés d'une tour. On a des belles vues parce que la tour est isolée, parce que la tour n'est pas serrée les unes contre les autres. Et quand vous voyez certaines images de quartiers chinois, ça fait vraiment froid dans le dos. Ça me rend triste, moi, de voir les villes évoluer comme ça, d'ailleurs. C'est quelque chose qui s'impose dans le paysage, qui impose sa présence, au bénéfice des vues pour quelques-uns, ou quelques sociétés, ou grandes sociétés, ou éventuellement d'hôtels. Et de logements plutôt de luxe, en général, d'ailleurs, qui d'ailleurs font monter la pression, qui crée une pression foncière, d'ailleurs, autour des endroits où ils sont construites, de manière indirecte. Bon, on pourrait développer ça. Ça se fonde sur le fait qu'il y a une croyance que je qualifierais de naïve, mais qui est assez largement partagée. Ce n'est pas parce que c'est partagé que ce n'est pas naïf ou insuffisamment raisonné, que les tours permettent de la densité face à l'étalement urbain. Je rejoins complètement les prolégomènes qu'a exposé tout à l'heure Stéphane, parce que bien sûr on est contre l'étalement urbain, bien sûr il faut intensifier les villes, il faut préserver leurs espaces publics, il faut faire des villes plus compactes, hein, ne serait-ce que pour l'efficacité des réseaux, mais aussi pour les relations sociales, pour une harmonie urbaine peut-être. Il faut faire des villes plus vivables, plus durables, plus viables. Et ça, je partage complètement ces objectifs, y compris de densification. Mais une tour n'est pas forcément dense. Elle est dense si on plante une forêt de tours les unes contre les autres, avec des tours espacées de 20 mètres, où effectivement, quand on est au deuxième étage de la tour, on voit la tour voisine et on voit peut-être occasionnellement un quart d'heure par jour, ou 1 heure par jour. La réglementation chinoise, c'est ça, c'est qu'on doit 1 heure par jour, on doit voir le soleil. Donc c'est dense d'une manière très relative. C'est dense si vous êtes un promoteur, vous achetez un terrain, vous construisez sur la totalité du terrain 100 étages. Bien sûr, ce sera plus dense et plus rémunérateur que si vous construisez 10 étages. Mais il y a beaucoup d'autres formes de densité
Et Paris est un très bon exemple de ville extrêmement dense. À l'échelle de Paris intramuros, intrapériphérique, on a une densité qui est tout à fait comparable, à peu près du même ordre de grandeur que celle de Manhattan, par exemple. Et Manhattan, pourtant, c'est l'espèce de paradigme de la ville de Tours, avec effectivement, pas partout, évidemment, dans Manhattan, mais quand même. Donc il y a d'autres formes de densité qui, à mon sens, utilisent mieux l'espace public. Après, par exemple, quand il dit densité, il y a densité d'habitation, densité d'activité, densité de surface construite. Enfin, il y a beaucoup de manières de mesurer cette densité. En tous les cas, l'idée qu'une ville dense soit une ville nécessairement de tours, c'est faux. C'est faux. Ça a été démontré il y a déjà très longtemps. Avec des schémas, il y a des maisons de ville mitoyennes serrées les unes contre les autres, c'est à peu près la densité d'une tour de 15 étages sur le même terrain. Bon, donc il y a d'autres formes de densité qui sont peut-être à réfléchir. J'y reviens tout à l'heure. Dans une tour aussi, on perd ce rapport au sol, on perd ce rapport à l'échelle du piéton, on perd ce rapport à la rue, à l'échelle humaine. Et ça, pourtant, on est en train d'essayer de faire des villes vivables, je reprends les mots de Stéphane, vivables, durables, viables. On veut faire des villes dans lesquelles on soit content d'habiter. Et l'échelle du piéton, et on le retrouve dans les questions de mobilité, l'échelle du piéton, elle est revenue au premier plan, et c'est très bien. Elle est même centrale aujourd'hui. Dans l'urbanisme, des tours, l'échelle du piéton est juste oubliée. Parce que les tours sont nécessairement, ce qu'on constate dans le monde, elles sont espacées les unes des autres, elles sont plantées au milieu d'espaces qui ne sont pas des espaces publics à proprement parler, vaguement plantés. On se demande quel en est l'usage. Et au fond, cette idée que la tour s'échappe dans le ciel pour perdre justement le contact à la rue, même s'il y a des efforts, Leadenhall, on a vu, on cherche à redonner de l'espace public piéton au pied de la tour. Ok, on donne quelques dizaines de mètres carrés, c'est bien, mais on voit bien que ce n'est pas ça qui crée la ville piétonnière, pour les piétons en tous les cas. Une tour, ce n'est pas du tout écolo. Bon, c'est assez rapidement passé sur le fait qu'une tour consomme beaucoup d'énergie, peu d'énergie pour la construire, on pourra en parler, d'énergie grise, mais aussi beaucoup de dépenses pour la ventiler, la rafraîchir. Il y a du vent, il y a du soleil, faire fonctionner les ascenseurs. Je crois que d'ailleurs, c'est à Dubaï, il y a une tour de 1000 mètres en construction, mais il n'y a que des ascenseurs dedans, en fait. C'est juste une tour pour monter plus haut. Donc c'est une tour qui est chère à construire, mais c'est surtout chère en énergie, au moins 3 fois plus, même si on fait des tours avec de la ventilation naturelle, même si on peut mettre des jardins effectivement à différentes hauteurs, enfin des jardins, des petits espaces battus par les vents, mais voilà, même si on peut trouver des solutions intéressantes, hein, et je pense qu'il y a des bons exemples de tours, des belles tours. Mais une tour, de toute façon, ça consomme bien davantage d'énergie qu'un bon vieil immeuble haussmannien, même mal isolé. Donc il y a vraiment un problème là-dessus. On veut construire une ville durable, et une ville durable, c'est aussi une ville qui soit vertueuse d'un point de vue énergétique et d'un point de vue consommation des matériaux, même si on est construisant en acier. Je rappelle que l'acier, c'est un matériau, le seul matériau qui soit indéfiniment recyclable, qui est aujourd'hui à 100% recyclé. Tout l'acier de construction qu'on utilise en Europe, les poutrelles comme les fers à béton, c'est que de l'acier recyclé à 100%. Je ferme la parenthèse sur l'acier. Les quartiers de tours, il y en a beaucoup dans le monde et ils ont été étudiés depuis longtemps d'ailleurs, hein, notamment pour l'étude américaine ou canadienne, notamment britannique aussi d'ailleurs. Comment ça vit un quartier de tours? Et ben, ce qu'on constate, c'est que les quartiers de tours, ça ne favorise pas l'innovation, ça ne favorise pas la vie sociale. Je ne parle pas d'exemple un peu particulier comme Manhattan qu'on a toujours à l'esprit, mais les quartiers de tours qu'on voit maintenant un peu partout dans le monde, ça ne favorise pas l'interaction entre les gens, ça ne favorise pas la continuité. Par définition, les tours sont détachées les unes des autres. On pourrait les imaginer entre mitoyens, mais là, du coup, ce ne serait plus des tours, ça deviendrait d'énormes bars. Ça ne favorise pas la proximité, le voisinage, l'espace public, la vie culturelle, l'économie partagée. Rappelons-nous d'ailleurs que toutes les start-up américaines qui ont bouleversé l'économie sont toutes nées dans des garages et pas dans des tours. Même la santé, d'ailleurs, ça ne favorise pas forcément la santé, y compris la santé psychologique de leurs habitants. Bon, après, on peut discuter sur cet aspect-là, mais voilà, on est quand même dans une typologie qui est l'empilage de logements, l'empilage de bureaux, alors de bureaux, pas de start-up, c'est trop cher, plutôt de grandes entreprises, d'hôtels. Voilà. Donc on est dans une typologie, au fond, fonctionnelle qui est quand même très, très spéciale et qui est peut-être à l'encontre, justement, de tous les adjectifs que je viens d'utiliser, enfin les substantifs que je viens d'utiliser, qui sont comment favoriser l'interaction sociale, culturelle, économique, comment faire en sorte que nos sociétés du futur, du 21e siècle, on n'est plus au 20e siècle, hein,
On n'est plus dans la typologie qui a été inventée début du XXe, aux États-Unis d'abord, qui a été théorisé aussi avec le Corbusier et compagnie. On n'est plus là-dedans. On n'est plus dans les années 60, où on construisait des tours pour ponctuer les portes d'entrée dans Paris. Mais on a l'impression qu'on y revient quand même un petit peu sur certains sites de Paris. Parce que la motivation d'une tour, il faut bien le dire, il faut bien le reconnaître, c'est le prestige, le pouvoir, le statut social. C'est une solution de facilité pour l'exprimer. Je dirais même montrer qu'on en a. Bon, donc c'est quand même, il faut bien comprendre, c'est ça ce qui motive aussi, dans beaucoup de cas, dans le monde, la construction de tours. Alors en plus, c'est autre argument, très difficile de dessiner une belle tour. Il y en a, hein, il y a des belles. On en a vu quelques-unes. Mais il y a beaucoup, la plupart, disons, qui sont moches. Mais pourquoi? C'est très compliqué, parce qu'on part d'une hauteur d'étage et il faut la répliquer 50 fois, 100 fois, 200 fois. Bon, alors on peut la vriller, okay, on peut la dédoubler, on peut faire des hauteurs successivement plus hautes, on peut faire un chapeau pointu. Enfin, bon, on peut essayer de trouver des solutions pour la faire incliner. On peut trouver des solutions pour la rendre plus sympathique, plus aimable, c'est vrai. Il y en a quand même, il y a des belles tours, objectivement. Des belles sculptures, on pourrait dire presque. Mais en général, les tours, c'est pas terrible, quoi. Il faut bien le reconnaître. Ça ne veut pas dire que la banalité d'une tour soit en soi, que la banalité de l'architecture soit contraire à la qualité des villes. La banalité d'une façade haussmannienne avec son petit balcon au premier, son petit balcon au cinquième, oui, d'accord, mais c'est une banalité, je dirais, humaine. Hein, ce n'est pas une banalité qui s'impose. Je dirais même un peu plus loin, je dirais que les tours, aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose de toxique pour la planète. On rentre aujourd'hui dans une ère où les ressources naturelles, la préservation des espaces naturels, de la biodiversité, la préservation des sources énergétiques renouvelables, la mise en avant des sources énergétiques renouvelables. Que tout ça, doit nous conduire face à un accroissement démographique qui est quand même assez dément. Hein. Je lisais récemment une statistique, le Nigeria en 2100 devrait avoir plus d'habitants, ou à peu près autant d'habitants que la Chine. Le Nigeria. Et l'Afrique aura 2 milliards d'habitants à l'époque. Si tout se passe dans les projections actuelles, même si la Chine diminue sa population, l'Inde diminue sa population, d'autres pays d'Afrique la montent. Donc dans ce monde qu'on doit faire beaucoup plus résilient, vivable pour un beaucoup plus grand nombre de gens aussi, voilà, il faut se donner un modèle urbain, à mon sens, pas celui qui est né au XXe siècle, dans une ère justement de croissance, peut-être, je ne vais pas faire la métaphore de la croissance vers la hauteur, comme la croissance vers la consommation, la croissance vers la dilapidation de nos ressources, mais il faut changer, il faut faire des villes durables, vivables. Il ne faut pas construire plus haut, il faut construire plus intelligent. À mon avis, c'est un défi pour la planète, pas seulement pour notre cas parisien, la porte de Bercy-Charenton, hein, évidemment. C'est un grand défi général. Il est presque trop tard, il faut bien le dire. Il est presque trop tard, quand je dis presque, pas trop tard, mais presque, y compris sur les questions énergétiques, de consommation, de renouvellement des ressources, etc. Bon, je conclurai simplement en disant que Paris, à mon sens, n'a pas besoin de tours pour exister face au monde. Paris est la première ville touristique du monde, 45 millions de visiteurs dans l'ensemble. Paris, ce n'est pas Dubaï, et Missika a raison de dire qu'il faut éviter la dubaïfication de Paris, mais c'est quand même, on y va un petit peu quand même, c'est une tendance. Et Paris, non seulement n'est pas Dubaï, mais Paris en plus est un modèle, à mon avis, un modèle de densité urbaine extraordinaire, mais une densité attractive, identitaire et qui génère une qualité de vie intéressante. Comme les villes européennes, comme la plupart des villes européennes. Et je pense qu'on aurait, nous, les Européens, on a des élections bientôt, c'est à mon avis un enjeu européen, pas seulement parisien ni français, c'est un enjeu plus large. On aurait intérêt à promouvoir l'idée que la ville européenne est un modèle résilient, durable, adapté aux défis qui nous attendent maintenant au XXIe siècle. Et pas la ville américaine du XXe siècle, ou la ville maintenant néo-américaine, chinoise et autres, et internationale. Paris, c'est une ville qui est encore une fois très dense, les villes européennes sont fondées autour du concept de la rue, de l'îlot, de l'espace public, qui est fondamental. Et l'espace public, ce n'est pas juste un petit jardin au pied d'une tour. Ce n'est pas ça un espace public. C'est un espace dans lequel on a envie de s'asseoir, prendre un café, rencontrer des gens, se promener, traverser, etc.
l'espace public, et avec une hauteur limitée. Il y a un plafond de hauteur historique à Paris qui a cru progressivement depuis le Moyen-Âge, 18e, qui a 19e relativement stable, qui s'est un petit peu élevé au 20e, pas beaucoup. C'est formidable ça. Ça, c'est une valeur, c'est un capital pour Paris qu'il ne faut pas dilapider en faisant des dépassements sous prétexte de gagner un petit peu de densité ponctuellement par-ci par-là. Non, je pense que c'est la structure des villes européennes, elle favorise la mixité fonctionnelle, des commerces au rez-de-chaussée, des bureaux, des logements, de l'activité, des équipements. Tout ça, c'est mélangé dans une ville. La mixité sociale, même si on peut regretter qu'elle ne soit pas aussi répartie qu'on pourrait le souhaiter. Voilà. Donc je pense qu'il y a un modèle qui doit être affirmé face à la ville néo-américaine, étalée, avec des clusters de tours ou des tours isolées ponctuellement, des clusters de tours qui rassemblent souvent des bureaux dans la ville américaine, avec downtown rien, que des bureaux, et la ville périphérique qui s'étend sur des dizaines, voire des centaines de kilomètres. Et avec les migrations, enfin avec tous les inconvénients que ça suggère. On a un autre modèle de ville, on veut le préserver, et Paris doit, les édiles parisiens, les gens responsables aussi de la création de la ville, doivent aller dans ce sens, doivent avoir le courage, l'audace d'aller dans ce sens. Il faut de l'audace. C'est facile de céder à la mode des tours en disant c'est bien, ça va attirer des investisseurs étrangers, c'est ce qui se fait partout, on va faire pareil. On va faire pareil d'ailleurs en attirant des bons architectes britanniques, des bons architectes italiens pour faire un tribunal, des bons architectes suisses pour faire une tour triangle à Porte de Versailles. Il faut des grands experts internationaux pour y arriver. On est dans un territoire qui est le Grand Paris. Paris, bien sûr, c'est le quartier central de tout ça. Il y a un cluster de tours intéressant à la Défense. Je trouve qu'au fil des ans, qui a pris une certaine dimension, très bien. Peut-être on pourrait faire d'autres clusters de tours à l'Est, si on veut absolument rééquilibrer. Bon. Enfin, soyons très prudents, attentifs à ça, ayons conscience que ce n'est pas un outil de développement urbain. La ville, la tour, c'est quelque chose qui est assez déterminant pour infléchir le sens dans lequel on va construire nos villes de demain. Voilà. Merci. Merci Bertrand pour cette intervention. Alors on sent bien que ce soit à Londres avec Saint Paul ou que ce soit à Rome, on en parlait tout à l'heure avec Marco, que ce soit avec le Vatican, peut-être que c'est le pouvoir atemporel qui est la limite, la seule limite pour les tours. Je passe la parole à Marco, pour qu'il donc directeur du cycle d'urbanisme de Sciences Po, pour qu'il nous parle un petit peu de sa conception de la hauteur. Bonjour à tout le monde, merci pour l'invitation. J'ai des problèmes face à moi aujourd'hui. D'abord, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit à la table, même s'il n'était pas exactement la même opinion sur le sujet. Et deuxièmement, on a peu de minutes, donc je dois partir d'une manière schématique pour donner de l'espace aux questions, aux débats. Alors, j'essaierai un peu caricatural, excusez-moi pour ça, j'ai bien apprécié les arguments, mais vous voyez qu'il y a un problème là. Il y a un débat autour de la hauteur en ville qui se polarise autour d'un axe. D'un côté, non, l'importance donnée, on est tous d'accord sur ça, mais quand même à l'espace public, au modèle de la ville européenne, sa caractéristique des villes denses, mais pas forcément hautes, non, qui viennent d'être bien exprimées. Et de l'autre côté, la question de la densité, là, il y a un problème technique de l'intensité, de la modernité, bien évidemment, de la ville Dubaï ou américaine. Il y a un autre modèle là. Et entre les deux, si on reste sur cet axe, je pense, on n'avance pas. Ça, c'est les problèmes. Je pense que là, il y a des bonnes raisons pour être d'accord avec les uns plutôt que les autres. Et en effet, je pense que ceux qui m'ont précédé, ils ont donné de l'espace à les deux arguments. Parfois avec certaines difficultés, parce que ce n'est pas simple. Mais je pense qu'il faut sortir de cet axe. Alors, c'est quoi qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer? Moi, j'ai une autre idée. Je pense que les problèmes aujourd'hui de la ville en général, et je pense que c'est de ça qu'on a parlé aujourd'hui, pas de tours, pas de la hauteur. On a parlé des quartiers, on a parlé de la ville, on a parlé des fractures dans la ville. Donc, je pense que le problème aujourd'hui de la ville, c'est une question des partages, des ségrégations ou bien d'agglomération. Est-ce que notre ville va être de plus en plus partagée entre des groupes, de couches, de classes sociales différentes, des usages fonctionnels comme on a été auparavant, ou bien qu'on essaie de les récomposer et de trouver de nouveaux moyens d'intégration
Et pour ça, non, la question de l'agglomération s'impose. Qu'est-ce que c'est l'agglomération? C'est l'effet de concentration de certaines activités. On ne l'a pas cité, mais quand même, à Paris, il y a la Défense. C'est une agglomération des tours. Non? Donc, c'est the place to be, qu'on a été créé pour faire des tours. Et donc, on voit bien que l'agglomération, c'est aussi le résultat d'une politique. Ce n'est pas tout notre monde. Il n'y a pas de tours autour de Notre-Dame. Il n'y aura jamais de tours autour de Notre-Dame à Paris. Alors là, il y a deux policies différentes, parce que Londres, en effet, essaie de faire de l'agglomération de toute la ville. Et ça, il faut le dire, c'est une logique financière. Il y a une capitale, il y a des capitaux mondiaux qui vont se blanchir à Londres, et donc il y a plein de tours. Mais ces tours, il faut bien dire que ce ne sont pas des efforts d'architecture, c'est juste de la finance, et de la finance qu'on ne sait pas si on veut l'introduire à Paris, en plus. C'est du blanchissage, des économies souvent criminelles en Russie, l'Orient extrême, dans d'autres pays. Ce sont des tours qui restent vides, il faut ajouter ça. Ils n'ont pas, souvent, ils sont vides, il y a pas mal de... Ils sont des tours qui font des conflits. Il y a une opposition énorme au townscape de Londres qui résulte de la construction de ces tours-là. Parce qu'il n'y a pas seulement les bons exemples, on est à vous, les Gherkin, la tour de Foster qu'on vient de montrer, mais il y a même la tour qu'ils ont construite à Leadenhall, etc. Mais il y a aussi énormément de tours de champignons qui font l'opposition, pas seulement des riverains, mais d'un sentiment plus général qui défend la ville, le panorama, le profil de la ville, et qui s'oppose aux tours en Angleterre. Alors, moi, ce que je voudrais poser sur la table, c'est la question, est-ce qu'on a une politique de l'agglomération? À quel niveau et pourquoi? Et il faut dire, à Paris, ce n'est pas au niveau de Paris. C'est au niveau de la région urbaine de Paris. Il y a une politique des agglomérations qui se passe à Saclay, qui se passe à La Défense, qui se passe ailleurs. Alors là, il y a le sens, je trouve, je pense, de donner de l'intensité, de la densité pour construire quoi? Pour reconstruire les liens entre la ville et son alentour. Je suis parfaitement d'accord que je trouve très bien le point dont tu es parti. C'est un projet impossible. Non, Bercy-Charenton, c'est quoi les problèmes? C'est pas la densité, c'est pas l'auteur, c'est de reconstruire un lien entre Paris et sa banlieue. Là où il n'était pas possible. Il y a des faisceaux infrastructuraux, il y a des autoroutes, il y a plein de problèmes. Ce sont les problèmes de la ville partagée infrastructurale d'il y a quelques décades. C'est le problème du splintering urbanisme, non? D'un urbanisme qui a visé les partages. Et il y a 50 ans, les partages s'étaient dictés par des raisons plutôt de fonctionnalisme, non? Nécessité des mobilités. Aujourd'hui, on est au risque d'un partage bien plus dangereux, c'est notre partage social. Parce qu'il faut dire aussi que l'évolution des tours, c'est l'invention progressive d'une tour qui n'est pas des bureaux, qui n'est pas des services, hôpitaux, cours, qui n'est pas seulement du logement pour les classes populaires, non, aux années 30, les grands avant-gardes. Ce n'est plus les couches moyennes, comme inventé les tours à New York, à Manhattan, aux années 70. Maintenant, on fait des tours pour les élites. Ça, c'est plutôt nouveau. Ce sont des tours pour des billionnaires. Mais en effet, ce ne sont pas des tours. Ce sont des gated communities à l'européenne. Alors là, je rencontre entièrement l'argument de Bertrand, c'est-à-dire c'est la sécession. On construit des tours pour construire une sécession sociale. Ce sont des gens riches qui savent construire des châteaux au sein des villes. Et ils se détachent de la ville. Alors si c'est ça, c'est évidemment, ce n'est pas le modèle qu'il faut poursuivre. Mais là, je trouve que c'est intéressant, si on ouvre les regards au monde, dans les villes mondiales, on trouve pas mal d'exemples. Alors, Sao Paulo, c'est pas les bois habités, mais c'est les bois de béton, c'est ça le terme du Brésil, mais c'est les bois de béton où il y a plein de tours, et tous ces tours-là sont des condominios fechados, ce sont des gated communities. C'est la ségrégation, c'est la séparation, c'est la sécession des élites. Et c'est effrayant, c'est un panorama, si vous avez vu une vue aérienne de Sao Paulo, c'est vraiment l'idée d'une forêt de tours. À Buenos Aires, ils ont utilisé les mêmes éléments architecturaux avec un certain radicalisme politique, et un risque en plus, non, pour obtenir les résultats inverses. C'est-à-dire on fait des tours pour les billionnaires, mais les résultats, c'est
avoir les billionnaires au centre de la ville, juste à côté d'un centre qui, les microcentres de Buenos Aires, c'est plutôt pauvre, délaissé, etc. Donc l'idée, c'était une stratégie d'agglomération, une stratégie qui est tout à fait le contraire de la sécession de classe sociale à travers les tours. Alors, la question que je pose là, c'est qu'il faut avoir une stratégie. La tour en soi, ça peut être utile ou pas. Le problème, c'est que c'est justement le contraire de tout ce qu'on a écrit dans les codes de l'urbanisme en France, qui est la ZAC, qui est le fait d'avoir une gestion politique de l'urbanisme, un accord entre les promoteurs et les élus, et une définition commune de la ville. Donc les problèmes, c'est où on fait les tours, mais les problèmes, c'est l'effet d'agglomération. Et sur ça, je pense qu'il faut bien réfléchir, et je conclue sur ça. C'est la dimension régionale qui se pose. Il y a deux risques, je pense. À Londres, il n'y a pas que les tours qu'on construit énormément, mais il y a aussi des pressions énormes à construire entre Cambridge et Oxford, donc dans la grande région au-delà de la Greenbelt. Et c'est 1 million de logements qu'on veut construire dans cette région-là. Et il y a une opposition énorme de la part de tout le monde sous l'idée d'expander la ville. Et je pense que les deux problèmes sont connectés. Au contraire, à Paris, on est en train de faire du polycentrisme, qui est un terme équivoque et je pense aussi faible, mais c'est une stratégie au niveau de la région urbaine, métropolitaine, même au-delà du Grand Paris Express. Alors, ce que je voudrais, c'est de reconnecter les deux termes. On fait de l'intensité, on fait de l'agglomération, on l'a fait la région urbaine. Qu'est-ce que ça veut dire? Et voilà, ça c'est l'invention, c'est les projets, c'est la capacité de l'architecture et de l'urbanisme à donner des réponses. Merci beaucoup Marco pour cette mise en perspective très intéressante. Est-ce que la salle aurait une ou deux questions? Il faut qu'on passe à la table ronde suivante. Oui. Il faut parler fort, oui. Brigitte Taillandier, j'ai été commissaire de l'exposition L'invention de la tour européenne, justement, pavillon d'Arsenal que tu citais il y a 10 ans. Et nos conclusions étaient bien qu'il fallait une certaine dimension propre à l'Europe, propre au tissu urbain existant dans nos villes, avec une vraie qualité de la relation au sol, la relation à la rue, et certaines tours que vous avez montrées de Rogers le prouvent, une certaine porosité, une capacité à créer de l'espace public. Ce qu'on avait défendu également, c'était de dire qu'à Paris, le manque de foncier et le manque de relations avec les territoires adjacents nécessitait à certains lieux stratégiques de créer comme un catalyseur urbain avec une visibilité paysagère importante, mais qui créait quand même une vraie qualité urbaine. Donc je pense qu'il y a plein de possibilités d'utiliser cette tour, bien mieux que certains pays le font, dans nos territoires, en Europe, à Paris, qui pourraient allier une capacité à créer des équipements en sol, au niveau du sol urbain, de créer de nouveaux sols en hauteur qui permettent la vie en hauteur facilement et humainement plus agréable, et d'ouvrir une relation avec les banlieues autour, de franchir en quelque sorte par ce repère les obstacles des rails, du périphérique. Donc je pense que la nécessité maintenant, c'est de créer une nouvelle façon de construire verticalement. Et certaines tours à Paris ont montré cette capacité-là, certains quartiers, et je pense qu'il ne faut pas laisser tomber, et il ne faut surtout pas regarder les exemples qui ne fonctionnent pas. Et les critiquer, bien évidemment, pour aller de là. Merci. Alors, j'apprécie l'occasion de revenir un peu sur ce qu'a dit Bertrand, parce qu'en fait, en grande partie, on partage plus qu'il ne semblerait les mêmes préoccupations, les mêmes sensibilités. Je pense que si j'étais revenu de Bakou hier, je serais motivé, ou de Shanghai ou de Shenzhen, cette préoccupation. Je pense, vous l'avez dit, c'est qu'il y a un contexte très spécifique. J'ai commencé ma part de présentation en disant que ce n'était pas une solution universelle. Et
c'est le point de début fondamental. Je pense qu'il y a des territoires très spécifiques et pour être très concret, à Bercy-Charenton, si on n'avait pas la hauteur, on aurait beaucoup moins de capacité. Ça, c'est une certitude. Simplement parce que les emprises sont très contraintes, on n'a pas la capacité d'étaler, on va dire, le développement d'une manière plus classique. Et ça revient à ce tissu hybride. Donc, moi, je dirais que la critique que Bertrand a faite, qui est puissante, elle est générale et universelle. La solution qu'on a proposée à Bercy-Charenton, elle n'est pas universelle, elle n'est pas censée être générale, elle est très spécifique. Et donc, il faut simplement distinguer entre la critique générale et le cas spécifique. Je pense qu'il y a un danger de la reproduction de la tour hermétique muette. Mais je pense que dans certains pays, par exemple Shanghai a contrasté peut-être avec Sao Paulo, la tour est le seul moyen de contrer l'étalement urbain qui est incroyablement rapide pour classer quand même une population qui devient de plus en plus urbaine. Et cette densité, je pense qu'il y a plusieurs modèles de densité, je suis tout à fait d'accord avec les critiques, mais elle répond à des besoins aussi de démographie dure. Ce n'est pas une solution européenne et je défends tout à fait cette approche européenne sensible, nuancée. Comment dire, je reviens à cette spécificité du cas particulier. Voilà. Ouais, enfin, de la même manière, moi je suis assez d'accord avec beaucoup de choses qui ont été dites par Bertrand sur la question de la tour. Mais je pense que, quand on regarde attentivement les projets dans lesquels aujourd'hui il y a des tours, ce qu'on peut constater, c'est que moi, j'ai pas le sentiment que ces projets répondent à une commande de dire on va faire des quartiers de tours. Jamais. Et on se rend compte que Paris-Rive-Gauche, dans lequel il y a des tours, il y a des bâtiments de 50 mètres, le plan des espaces publics, donc toute cette attention à la qualité de la rue, en rapport au rez-de-chaussée, à la façon dont c'est pas la tour qui détermine l'aménagement urbain par ses contraintes d'espace libre, etc., elles sont conservées. C'est-à-dire que en fait, la question de la tour est pas posée comme ça. Moi, je pense à Paris, la question, c'est la hauteur. C'est la hauteur des bâtiments. Et je trouve que ça, c'est une approche assez intéressante parce que justement, elle n'est pas dogmatique. Voilà. Donc c'est vraiment de se dire, au fond, il y a des endroits, c'est un outil, la hauteur, pour répondre à des enjeux, pas de densité, parce que je ne pense pas que effectivement, ça soit une solution de densité, parce qu'on a fait justement sur Bercy-Charenton des comparaisons, et on se rend compte qu'en fait, que la densité, elle est équivalente à des quartiers parisiens, la plupart des quartiers, voilà, en partie dû aux contraintes. Et donc voilà, et Bercy-Charenton, de la même manière, vous pouvez regarder des vieilles esquisses. Avant que la hauteur intervienne, le plan masse était le même. La question de la résolution, il a évolué évidemment, mais en tout cas les grands principes, ce principe de faire des rues, de tisser des liens à travers des rues, avec une question de l'alignement du bâti, c'est toujours cette préoccupation qui prime dans les projets. Et quelque part, moi je trouve que c'est intéressant aussi de regarder un peu justement les projets qui sont nés de cette préoccupation, que ça soit le TGI ou la tour triangle, quelque part, on est dans une invention typologique, alors une invention certainement pas, mais on est dans cette synthèse entre la question du rapport à la rue avec un socle, qui est plutôt quelque chose de l'horizontal qui accompagne l'espace public, et la question de la hauteur qui se développe au-dessus, en essayant de trouver une réponse à la question de l'objet isolé phallique, parce que quelque part il y a ça, effectivement, dans ces trucs. Mais voilà, moi je trouve que, en tout cas, il y a cette attention dans les projets parisiens de se dire la hauteur est un outil qui permet de répondre à des enjeux urbains et des enjeux de vie urbaine surtout, plus qu'à des enjeux de valeur. C'est aussi un outil qui permet de faire les projets, parce que quelque part, Stéphane pourra en parler mieux que moi, mais Bercy-Charenton, le projet n'existe qu'à partir du moment où la valeur créée est suffisante pour le générer. Donc voilà, et je ne crois pas,
Et en tout cas, nous, on est vraiment attentifs à ça. Dans cette réflexion, enfin, moi, quand j'en parle, vous avez le sentiment peut-être que je suis très fervent, un défenseur des tours, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Mais par contre, je pense qu'il y a des lieux où les défis sont suffisamment importants pour que la question des outils qu'on met en œuvre ne s'arrête pas à des principes idéologiques ou dogmatiques ou des craintes de faire comme ailleurs, et qu'il faut à chaque fois dans un projet urbain être contextuel. Et moi j'ai le sentiment, avec évidemment des progrès toujours à faire, parce que je ne sais pas quel est le bon projet urbain, jamais, mais de se dire que la hauteur n'est pas un problème a priori, et que la tour n'est pas la seule forme de la hauteur. Et qu'aujourd'hui, dans ces projets parisiens, moi j'ai le sentiment qu'ils sont dictés par des volontés de continuité d'espace public, de retour à la rue. Juste un point sur la question du règlement. On a eu des périodes où finalement la question de la hauteur est restée liée à la question du prospect. C'est-à-dire que finalement on avait le droit de monter en reculant, et donc quelque part l'ouverture sur la hauteur a altéré aussi le rapport des bâtiments à l'espace public. Et aujourd'hui on n'est plus là-dedans, on est dans la question d'un rapport à l'espace public qui est le rapport à l'espace public parisien classique de l'alignement, et avec une question de la hauteur. Et on a abandonné cette question du prospect. Ça peut être dommage, et en même temps, ça préserve la qualité du sol, qui est quand même, on l'a vu, une des préoccupations principales à la question des tissus de tour. Voilà. Je crois qu'il faut terminer. Et donc je peux juste dire, le prospect, c'est un outil formidable pour, simplement, c'est l'idée d'amener de la lumière au rez-de-chaussée. C'est tout. C'est faire bénéficier le piéton d'une ouverture sur le ciel. C'est dommage qu'on ait abandonné cette idée. Elle est fondamentale pour créer une ville à l'échelle du piéton. On va refaire le débat, mais je voudrais juste ajouter, par rapport à ce qui vient d'être dit, et puis par rapport à ce que Crémachi a dit, le sujet, il est quand même à l'échelle de la mégapole du Grand Paris, de 12 millions d'habitants. Il n'est pas à l'échelle de Charenton. Charenton, c'est pas grave si c'est moins dense, si c'est plus bas, c'est pas très grave. Il y a beaucoup de terrains disponibles, contrairement à ce qu'on croit, y compris dans la petite couronne, disponibles, occupés, parce qu'on est dans une ville existante, mais qui peut évoluer, qui peut se transformer, qui peut se densifier, s'intensifier. Je ne veux pas dire qu'il faut qu'on soit partout, mais donc on a un potentiel d'intensification de la ville sur elle-même considérable. Et je ne dis pas pour raser les quartiers pavillonnaires, pour faire à la place des quartiers de Tours. Non, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Et dans Paris même, je dirais qu'on est à un point d'équilibre, de saturation, d'une certaine manière. Ça ne me dérangerait pas qu'on ne construise plus rien à Paris. Ce n'est pas l'enjeu. L'enjeu, ce n'est pas à toute force de vouloir faire du nouveau, même si les choses... On va couper. Ah non, c'est revenu. Même si les choses nouvelles qui se font plutôt sur la frange périphérique de Paris, au Batignolles, Porte de Versailles, Charenton, etc., ou Porte de la Chapelle. Voilà. Élargissant notre vision, il faut considérer l'ensemble du Grand Paris, pas seulement de la métropole parisienne, mais l'ensemble de son territoire, de la région Île-de-France, et même au-delà, pour regarder ces questions. Merci beaucoup pour ces interventions. Merci à vous tous.